Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, gagner en autonomie sur les fermes, une question bien intéressante. J'aime bien démarrer mes présentations par cette photo-là. Alors, les gars tout à l'heure, ils me disent ah ouais, c'est en Seine-Maritime. Non, vu les montagnes, il n'y a pas ça en Seine-Maritime. Ah, c'est dans la Beauce. Ah non, c'est pas dans la Beauce. C'est un agriculteur que je connais bien maintenant, qui est au Colorado, qui est producteur de plants de pommes de terre. Et ça fait partie des visites dans mon jeune temps, on va dire, qui m'ont le plus marqué. Parce que c'est un agriculteur qui pratiquait l'agriculture très très conventionnelle, très très intensive. Et qu'aujourd'hui, à part acheter du compost et des graines, achète plus grand chose. Et produit du plant de pommes de terre certifié, sans labour et sans aucun problème sanitaire. Donc quand je suis allé chez lui, j'ai pris une bonne claque. Donc c'est pour ça que j'ai mis en haut I have a dream, parce que ça fait partie des visites qui ont motivé et qui ont formé notre vision aussi sur la ferme. Donc aujourd'hui, on cultive 110 hectares en Seine-Maritime dans le Pays de Caux. Je suis associé avec mes parents sur un système grande culture en conversion vers le bio, avec du plant de pommes de terre, des betteraves rouges, du lin fibre et sûrement d'autres cultures à l'avenir. Après avoir, depuis plus de 15 ans, arrêté le labour sur toutes nos cultures principales et voilà, cultiver des couverts d'interculture de plus en plus puissants, de plus en plus diversifiés. Donc on a compris l'importance qu'avait le soin du sol pour nos cultures. Et ben finalement, on a suivi les grands principes et les grands piliers de l'agriculture de conservation. Donc arrêt du labour le plus possible, réduction du travail du sol pour de temps en temps ne faire plus que vraiment du gratouillage ou du semi-direct pour les couverts. Essayer de couvrir le sol le plus longtemps possible. Et puis quand on ne peut pas le couvrir, aussi apporter des matières organiques exogènes. Équilibrer les rotations. Ça, c'est pas toujours facile quand on a des cultures sous contrat ou alors des cultures qui sont liées à des investissements, des charges de structure importantes quand on a des frigos, quand on a énormément de matériel spécialisé. Mais c'est quand même intéressant de se pencher sur ce maillon-là. Et puis en fait finalement, ça c'était l'agriculture de conservation au sens le plus strict du terme. Mais on va vraiment vers une agriculture où on cherche à redévelopper complètement la fertilité du sol et l'autonomie de la ferme. Et puis, y a d'autres outils qui arrivent et qu'on utilise aussi, les produits de biocontrôle, voilà, des fois le retour de l'élevage, etc. Ça, c'est pas forcément les grosses briques ou les piliers les plus importants, mais ça fait aussi partie des outils qu'on utilise dans notre boîte à outils. Alors en fait, quand on redéveloppe un sol pour aller chercher de l'autonomie en azote ou en PK ou réduire énormément la mécanisation, ça se fait pas du jour au lendemain. Finalement, le sol, c'est un être vivant. Ça met beaucoup de temps à évoluer. Et puis, il faut aussi que le paysan il évolue dans sa tête et dans son savoir-faire. Donc, les moyens utilisés, les techniques utilisées n'ont pas tous la même pertinence suivant le niveau d'amélioration du sol et le niveau de formation du paysan. En fait, au début, les premières années, on passe vraiment par une phase qu'on pourrait appeler une phase de conversion, où là, finalement, l'objectif principal, c'est la structure, remettre de la vie dans le sol. Au bout de plusieurs années, la structure s'améliore, le taux de matière organique commence un petit peu à remonter. Là, on va pouvoir orienter les couverts vers beaucoup plus de légumineuses pour aller chercher de l'autonomie en azote à l'année. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à utiliser du biocontrôle. Je reviens du Cival à Angiers où j'étais hier. La quantité de produits qu'on veut vendre aux paysans de biocontrôle, c'est hallucinant. C'est complètement en décalage par rapport à l'état des sols. Et puis au bout de une dizaine d'années, peut-être 15, suivant les rotations, là on va aller vraiment vers une augmentation nette de la quantité de matière organique et du turnover de la matière organique, où là on va pouvoir vraiment aller chercher des grosses réductions d'engrais en général. Et puis voilà, un peu plus loin, on va aller dans des périodes et des enchaînements où on va être capable d'enchaîner des cultures parfois sans herbicides ou alors parfois sans azote. Et puis là, on va encore pouvoir modifier un peu nos rotations. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est que même si on se met en route avec les bons principes, on ne peut jamais acheter l'étape d'après. L'amélioration du sol, elle ne s'achète pas dans un bidon. Et le savoir-faire, vous pouvez aller en formation, mais si vous ne faites pas chez vous,
et ben, vous ne vous mettrez jamais en route. On n'apprend pas à nager au bord de la piscine. On apprend à nager dans l'eau. Donc quand on commence à réduire le travail du sol, nourrir plus son sol, en prendre plus soin, la première amélioration, la première chose visible en ce qui concerne la vie qu'il y a dans le sol, c'est une amélioration de la quantité de vers de terre et très sûrement de leur diversité aussi. Alors, je ne vais pas creuser ni détailler tout ce qui se passe dans le sol, mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en fait, on estime que quand vous voyez un ver de terre, il y a 8 fois son poids en autres micro-organismes dans le sol. Donc à chaque fois que vous augmentez un petit peu en quantité de vers de terre, ça veut dire que derrière, il y a une quantité énorme de bactéries, de champignons, de protozoaires qui se développent dans le sol. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, vraiment. Et la partie beaucoup plus fine et sûrement aussi beaucoup plus fragile, c'est la rhizosphère. En fait, la rhizosphère, c'est la vie qui entoure les racines. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, c'est à peu près la même chose de ce qui se passe dans nos intestins à nous, à l'envers. Nos intestins, c'est un tube à l'intérieur duquel il y a des petits poils, et autour de ces poils, il y a toute une vie qui digère nos aliments et qui rend les éléments solubles, qui passent dans le sang et qui circulent dans notre organisme. Elle, la plante, les micro-organismes, ils sont autour de la racine. Et de la même manière que nous, notre flore intestinale, elle est sensible aux antibiotiques et à tous les polluants qui nous entourent, la plante et la vie qui est autour de ses racines, elle est aussi sensible aux excès, on va dire, climatiques, trop froid, trop chaud, au travail du sol répété et intensif. Et elle est sensible aussi aux fertilisants, à l'ensemble des fertilisants solubles. Et sensible aux phytos, oui, ça dépend. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Ce que vous pourrez retenir en fait par rapport à la rhizosphère, c'est plus elle est diversifiée et plus elle est importante, plus les plantes sont résistantes au stress hydrique et plus elles sont capables de se nourrir toutes seules. Se nourrir toutes seules, ça veut dire que sur des sols très vivants, on peut se passer du PK. C'est clair et net. Et en fait, cette vie du sol, elle participe à la stabilité de la structure. Donc si vous faites ce test-là, vous prenez une motte, vous le plongez dans une colonne d'eau, voilà, sur un petit grillage, vous prenez un sol, prenez le sol de chez vous, et puis pour faire un test, vous prenez un sol de chez vous aussi, mais dans une prairie ou au bord du champ. Si vous mettez les deux dans l'eau, vous voyez ce qui se passe. Donc quand la réglementation ou certains organismes ou associations nous cassent les pieds en disant « Ah, les paysans, vous ne faites pas attention au sol, vous polluez les sols, etc. » Faites le sol chez vous, si l'eau elle est comme ça, dormez tranquille, en fait, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Si ça ressort comme ça, il est grand temps de se pencher sur la stabilité structurelle du sol, parce que forcément, un sol de l'eau qui est comme ça veut dire que là-dedans, il n'y a pas seulement des minéraux, mais il y a aussi toutes les matières actives. Donc, dans mon département, en Seine-Maritime, la turbidité, ça monte en flèche à chaque fois qu'il y a des épisodes orageux, que ce soit au printemps, à l'automne, dans l'hiver. Donc, moi, en tant qu'agriculteur, sur ma ferme, pour être aligné, être honnête, moi, j'ai besoin que mes sols ils ressemblent à ça. Parce que je ne peux pas communiquer sur les bienfaits de mes pratiques et sur tout ce que l'agriculture apporte au monde si je sais que quand mes voisins ils ouvrent le robinet, l'eau, elle est comme ça. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de sols. Et la vie du sol, elle participe vraiment à la nutrition des plantes à un point que peut-être on a du mal à imaginer. C'est-à-dire que là, c'est des essais qui ont été faits par Thierry Tiettu dans le nord de la France, où en fait, ils avaient une plateforme rotationnelle, ils comparaient des modalités semi-directes ou alors très très superficielles, avec et sans couvert, avec et sans azote, et des modalités labour, travail classique. Donc ça, en fait, c'est le taux de mycorhisation du blé. Ici, les histogrammes verts. Et puis, ici, c'est l'azote absorbé. Donc, tout à gauche, vous avez une modalité semi-directe, sans azote. En fait, on n'apporte pas d'azote, donc les mycorhizes se développent. À chaque fois qu'on apporte de l'azote ou du pK soluble, en fait, les mycorhizes, c'est pas forcément qu'elles meurent, c'est qu'elles se développent pas, elles sont au chômage. La modalité la plus extrême, en fait, qui est le moins mycorhizé, c'est labour avec azote. Alors moi, je rencontre des paysans, ils nous disent « Ouais, mais les variétés nouvelles de blé, elles mycorhizent pas. » Ah non, c'est sûr qu'en labour, sans couvert, et avec 250 unités d'azote, de toute façon, elles n'ont pas de raison. Donc il n'y a pas de mycorhize.
mais tu mets la même variété de blé dans un sol vivant, et avec de l'azote bien piloté ou très peu d'azote, elles vont se développer. Donc, par ce graphique, je ne veux pas vous dire qu'il faut arrêter le travail du sol et arrêter totalement de mettre de l'azote. Mais c'est juste très pédagogique pour se rendre compte que parfois la vie du sol, elle est capable de faire le travail à notre place. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut accompagner le sol, c'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Donc là, l'azote est cher, mais il ne faut pas pour autant arrêter de mettre de l'azote en croyant qu'on va maintenir les rendements. Et pour la partie structure, stabilité de la structure, les Suisses ont beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il y avait les bios qui disaient nous on a les meilleurs sols parce qu'on ne met pas de phyto. Les gars qui faisaient des pâtures, ils disaient ouais mais moi je fais que de la pâture donc c'est le top du top pour protéger le sol. Et puis les gars en semi-direct qui disaient ah bah nous on a arrêté de travailler le sol et donc nous on a les meilleurs sols parce que c'est nous qui avons le plus de vers de terre. Donc ils ont fait 180 analyses de sol chez différentes personnes. Et puis à chaque fois qu'ils faisaient une analyse, ils faisaient un test bêche. Et ils regardaient l'agrégation du sol pour noter la structure. Donc tous les points, c'est des systèmes différents. Puis en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait une corrélation entre le rapport taux de matière organique sur taux d'argile et la qualité de l'organisation structurelle. Donc ça veut dire qu'un gars qui est à 15% d'argile, s'il n'a pas 2,5% de matière organique, la structure elle n'est pas stable. Et en cas soit de tassement, soit d'épisodes climatiques avec des forts abats d'eau, la structure elle va se refermer, elle va se reprendre en masse. Donc il y a des agriculteurs qui y sont. On va voir que finalement, des prairies, il y en a un petit peu partout, parce qu'une prairie surpâturée, en fait, elle n'a pas de racines. Dans le non-labour, il y en a un petit peu partout aussi, parce que le gars qui fait du non-labour, mais qui ne fait pas de couvert, ou qui fait une rotation avec très peu de retour de matière organique, il ne va jamais monter en quantité de matière organique. Et par contre, le labour, le gars qui laboure pas trop creux, qui met beaucoup de fumier et qui met de la prairie temporaire, il peut aussi monter. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de retenir ce rapport matière organique sur argile. Quand on est à partir de 15, les problèmes de limaces, les problèmes de salissement et la stabilité structurelle sont vraiment présentes. On peut envisager des itinéraires avec aucun travail du sol. Quand on est dans des limons battants et qu'on est à 8-10% de rapport en matière organique sur argile, là, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ça donne à la fois un état de départ sur votre ferme en vous disant où est-ce que vous vous situez, et ça donne à la fois un objectif. Moi, je sais que si je veux atteindre les 23-24%, là, il me manque 1% de matière organique vraiment sur ma ferme. Et la différence que ça donne sur le terrain, c'est que des gars dans les mêmes types de sols que moi, dans les mêmes pluviaux, dans le même département, ils arrachent les betteraves, qui sont à 23%, ils arrachent les betteraves, ils sèment du blé avec un coup de vibro, dans un automne, mais pourri de chez pourri. Moi, je fais ça, je me plante. En fait, je fais la même chose que lui, mais avec 10 ans de retard. Donc j'ai un peu la frustration de me dire merde, j'y suis pas encore arrivé. Mais je sais qu'est-ce que ça donne. Juste pour la petite histoire, hein, c'était il y a 2 ans. On a pris 800 mm sur la fin d'année. Tous les chantiers de semis, ils ne sont pas ressortis avant le mois de janvier. Hein. Alors lui, il a semé au mois de novembre derrière les betteraves, les doigts dans le nez. Donc gagner en autonomie, gagner en résilience. Voilà, notre gouvernement nous parle de résilience. Creuse la dette pour faire un plan de résilience. Bon, nous, on fait ça sur notre ferme. On est mort. Pour gagner en résilience, en fait, c'est investir dans le sol. C'est ça le meilleur investissement qui permet la résilience. Et le sol, c'est vraiment la base, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Là, j'ai pris l'exemple en betterave dans le Pays de Caux, parce que c'est un exemple que je connais bien. On va faire des profils de sol chez des gars qui font énormément de maïs irrigué. Il y a une quantité de matière organique qui tourne dans le système qui est incroyable, mais il n'y a pas de structure. Donc là, on va faire des reliquats. Ouais, bon, c'est cool, mais en fait, là, s'il y a de l'azote, le maïs, il n'ira jamais là-dedans. La structure du sol est tellement pourrie qu'on n'y arrivera jamais. On peut faire des méthodes de modulation de l'azote aérienne avec des mesures, etc., avec des cartes de sol, mais si la structure n'est pas en ligne, ça ne sert à rien. La compaction, en fait, c'est ça qui coûte
énormément d'argent. Dès qu'il commence à y avoir un petit peu de culture industrielle dans la rotation, ça coûte en moyenne 10% de rendement. Là, il y a 2 jours, j'étais dans les Flandres, des systèmes hyper intensifs parce qu'ils veulent aller chercher du chiffre d'affaires. Mais tous les champs de blé, franchement, toutes les parcelles de blé, il y a des roues dedans. Partout. Donc en fait, ils ont 20% de potentiel déjà dans les dents avant d'avoir démarré. C'est pas la peine de couper les cheveux en 4 s'il faut mettre 20 ou 30 unités d'azote de plus ou de moins. Parce que ce qui impacte le plus de rendement, c'est ça, c'est la compaction. Et en fait, c'est un problème vraiment grandissant dans les rotations où il y a des cultures industrielles, au point qu'on se retrouve à devoir irriguer pour que les cultures de printemps s'enracinent, pour passer ces zones dures. Sinon, en fait, on perd directement des tonnes, quoi. Donc, il y a des industriels qui cherchent des surfaces pour faire des pois de conserve, pour faire des haricots, pour faire plus de pommes de terre, etc. Bon, c'est des cultures intéressantes, mais il faut vraiment prendre soin de la structure en échange si on veut maintenir les rendements de ces cultures-là. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a des zones tassées, il faut irriguer plus, il faut azoter plus, il faut mettre plus d'engrais pour faire le même rendement. Donc parfois, la première chose à décompacter, c'est entre les 2 oreilles. C'est le premier endroit qu'il faut décompacter avant de savoir ce qu'il faut faire dans les terrains, s'il faut faire telle ou telle méthode de modulation. Et puis finalement, on parle de plus en plus de couverts végétaux, c'est bien. Et puis les agriculteurs me questionnent beaucoup sur l'intérêt des couverts végétaux, sur le rendement à long terme, à court terme. La chance qu'on a en France, c'est qu'en fait, il y a déjà des essais là-dessus depuis très longtemps. Alors ça, c'est dans la Craie, dans la Marne, à l'époque où on disait ouais, il faut réduire l'azote pour avoir moins de fuite. Non, ça sert à rien. Il faut faire des couverts pour réduire moins de fuite, pour réduire les fuites. Les couverts se nourrissent des reliquats azotés et même des engrais de fond qui sont libres. Et puis finalement, les recyclent en matière organique, stimulent la vie du sol pendant leur pousse. Et puis à long terme, le rendement avec la même dose d'azote, il monte. C'est pour ça que je dis que c'est un investissement. Alors sur le coup, les paysans ils peuvent râler parce que les couverts dont on parle, c'est 60, c'est 80 euros de semence. Ils lèvent les bras au ciel. Ah oui, mais en fait, ça c'est le rendement qu'on a perdu depuis 10 ans, 20 ans. Mais il est là. Et l'outil principal est la première porte d'entrée pour retrouver dans la fertilité dans les sols et retrouver une organisation structurale performante, c'est les couverts. Et les couverts, c'est une culture. Ça doit être semé proprement, dans les bonnes conditions, et ça nécessite une organisation autour de la récolte qui n'est pas celle qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui est nécessaire pour réussir les couverts. Parce que chaque jour de pousse qui est gagné au mois d'août, c'est l'équivalent de 4 jours de pousse au mois d'octobre. Donc si on veut produire de l'azote, réorganiser le sol et amener de la matière organique, il faut beaucoup de biomasse. Et il faut semer le plus tôt possible. Donc ça, c'est un petit peu peut-être extrême, mais en fait, c'est un peu l'organisation qu'il faudra avoir. Mais je mesure bien que c'est pas facile sur toutes les fermes. Simplement, pourquoi on insiste toujours sur le fait de semer tôt ? Ça, c'est des essais qui avaient été faits en Seine-Maritime, donc pas par des gars complètement convaincus, mais à force de le répéter, ils ont quand même essayé. Donc semer au 13 août, ça fait un petit 3 tonnes. Et puis dès qu'on arrive sur les dates de septembre, qui sont les dates encore pratiquées par la majorité des agriculteurs du secteur, en fait on fait des couverts à peu près ridicules et sur lesquels il n'y a aucun retour sur investissement. Il n'y a aucun retour sur investissement d'avoir investi dans des mélanges de couverts. Et en fait, il n'y a aucun réel bénéfice agronomique de faire ça, à part en cas de contrôle de ne pas se prendre une prune, quoi. Ça, c'est le minimum de rendement qu'il faut avoir. C'est même plutôt 4 tonnes qu'il faudra avoir pour avoir un réel retour sur investissement des couverts qu'on fait. Alors aujourd'hui, ça a changé. Il y a quelques années, on n'avait pas vraiment de mélange tout fait. Aujourd'hui, sur le commerce, vous trouvez facilement des mélanges à 3, 4, 5 espèces. Le nombre d'espèces, ça n'importe pas. Ce
qu'il faut regarder, c'est est-ce que les architectures des plantes, elles sont complémentaires, et la quantité de légumineuses qu'il y a dans le couvert. Il faudrait au moins 50% des plantes légumineuses. Et en fait, il faudrait même peut-être aller au-delà. Donc pour faire à très très gros traits, si vous achetez un mélange avec 3 espèces et que ça vaut 40 € de l'hectare, eh ben, rajoutez 60 kg de févrole. Vous aurez un vrai couvert. Et vous serez à la dose qu'il faut semer. Encore vérifier et revérifier pendant les formations que j'ai faites tout l'hiver. Et juste un petit avantage aussi à semer une grande diversité de graines, c'est qu'après, vous vous occupez pas d'avoir 1, 2, 3 trémies, vous mettez tout dans la même trémie et vous allez semer. Et le mélange, il ne va pas se démélanger parce qu'en fait, les différentes graines se tiennent entre elles. Moi, dans mon semoir, je mets 2 tonnes de mélange, je vais à 15 km, je reviens manger le midi, je repars l'après-midi, il n'y a aucun des mélanges. Donc, il ne faut pas trop avoir peur de ça. Parfois, on va dire, ouais, mais un mélange, c'est compliqué. Bah, il faut y penser, c'est vrai. Mais en fait, une fois qu'on a fait le mélange, tout est plus simple. Le semis est plus simple, c'est plus étouffant, il y a moins de mauvaises herbes, la destruction se fait plus facilement et la restitution des éléments se fait aussi plus facilement. Donc la difficulté n'est pas forcément là où on croit. Et puis semer, bon, il y a plein de semoirs disponibles, ça c'est qu'un exemple. Mais moi j'aime bien parler des semoirs à dents parce que c'est vraiment un système c'est des systèmes simples. On peut démarrer le semis direct des couverts avec des investissements modérés. Bon voilà, celui-là sur la photo il fait 6 mètres. Si vous avez besoin de moins, vous prenez 3 mètres. Et en fait ça vous coûtera peu cher pour au moins essayer et se mettre en route. Et l'avantage du semis à la dent, c'est qu'en fait il va perturber très peu de sol. Les graines ici sont mises sous la paille, qui maintient l'humidité. Et le fait de ne pas remettre tout le sol, on ne fait pas relever toutes les mauvaises herbes. Et on arrive à avoir des belles levées de couverts. Vous voyez, là, tout est mélangé dans la même ligne. Et ça pousse très bien. Les grosses graines aident un petit peu les petites à passer à travers le mulch. Et on a des champs couverts de chaume. Donc les vers de terre ont bien à manger. Et en même temps, les racines des plantes poussent et nourrissent le sol. En fait, au niveau de la biomasse, si j'insiste sur des couverts qui soient bien diversifiés, ça c'est les travaux d'Arvalis. En fait, on estime qu'à partir de 4 tonnes, on commence à arriver au maximum de l'étouffement, du pouvoir d'étouffement du couvert. Donc le couvert, il ne va pas forcément empêcher les adventistes de germer, ni faire mourir celles qui sont levées, mais en fait, comme il empêche la lumière d'arriver au sol, et que c'est les plantes qu'on a semées qui pompe les nutriments qui sont disponibles, il est complètement en concurrence avec les adventices. Et pour avoir de la biomasse, il faut des légumineuses. Parce que, on va le voir après, mais un couvert qui serait par exemple que de la moutarde, il pousse tant qu'il y a des reliquats. Puis au bout d'un moment, il a pompé à peu près toute l'azote disponible, il s'arrête de pousser. Si avec vous avez des légumineuses, en fait, après, les légumineuses, elles prennent le relais. Le milieu étant appauvri en azote, elles vont pousser dans un deuxième temps. Et c'est comme ça, en fait, que historiquement, on a vraiment déplafonné le rendement des couverts. Et le deuxième levé, donc il y a mettre des légumineuses, semer dense. C'est pour ça que je vous dis, si vous achetez un mélange tout fait du commerce, vous rajoutez 60 kg de févrole. Parce qu'il faut beaucoup de densité pour aussi faire de la biomasse, parce qu'en semant les plantes très proches les unes des autres, on stimule la vie du sol, il y a un dégagement de CO2 dans le premier étage du couvert, et c'est comme ce que font en serre les producteurs de tomates. Ils mettent un petit peu plus de CO2, ça stimule la photosynthèse, hop, la plante elle pousse plus vite. Et finalement, vous allez recréer le même effet dans votre couvert. Mais il faut semer vraiment très dense. Et après, le troisième levier qui est à moduler en fonction de ce que permet la réglementation ici dans le département, je ne la connais pas, c'est la fertilisation. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans la toute première phase de conversion, qu'on a des sols qui n'ont pas trop la pêche, mettre un petit peu d'azote chimique ou organique, en fait, ça va stimuler la pousse du couvert. Ça peut multiplier le rendement du couvert. On peut faire fois 1,5 ou parfois jusqu'à fois 1,8 avec 30 unités d'azote. Même dans des mélanges où il y a des légumineuses. Donc vous passez de 4,5 tonnes à 7 tonnes. Quoi. Donc un couvert de 7 tonnes, j'aime mieux vous dire, c'est assez impressionnant. Et l'azote qui va être pris par le couvert,
il va être restitué l'année suivante. Donc c'est juste un petit investissement, un petit transfert. On se sert de l'azote pour produire de la biomasse qui va nourrir le sol, étouffer les adventices et qui va être redistribué l'année suivante sur la culture. Bon, il y a plein de choses sur ce graphique. Vous avez en bas ici, en fait, il y a différents couverts dans les différentes couleurs, puis 2 tonnes de matière sèche, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. On a fait une simulation en fait avec le logiciel Merci, en se disant bon, on sème tous les couverts à la même date, et puis on détruit soit tôt, soit en milieu d'hiver, soit carrément fin d'hiver. Et puis on imagine qu'est-ce que ça donnerait si on avait différents rendements du couvert. Ça, tout à l'heure, je vous ai dit, se met au mois de septembre pour faire 1,5 tonne ou 2 tonnes, il n'y a pas de retour sur investissement. Là, ici, ça, c'est le couvert réglementaire, moutarde. Se met au 15 août et puis détruit début novembre. Si ça fait 2 tonnes de matière sèche, et ça va redistribuer 15 unités d'azote l'année suivante. On a produit 300 kg d'humus. Bon, c'est nul. Zéro intérêt. Même moutarde trèfle ou moutarde veste, tout ça, zéro intérêt à faire ça. Et puis finalement, quand vous faites vraiment un petit couvert, même des mélanges plus diversifiés, là tout à droite, on avait ce qu'on appelle un biomax. Donc il y a du trèfle, de la veste, de l'avoine, du radis, de la facélie, du tournesol. Voilà, on peut mettre plein de choses. Mais finalement, si le couvert est peu développé, il n'y a pas beaucoup de retour. Et même avec beaucoup de légumineuses, là, on passe à 30 unités d'azote restituées potentiellement l'année suivante. C'est pas énorme. Parce que mes 2 tonnes de biomasse, pour vous donner un effet visuel, c'est un truc qui va être haut comme ça, quoi. Tout à l'inverse, si on imagine que vous produisez 4 à 5 tonnes de biomasse, pareil, semé tôt, mais on va aller chercher une destruction plus tardive, parce que finalement, la destruction, on détruit ça soit parce qu'on veut labourer au 15 novembre, crac, parce que c'est ça qu'on a l'habitude de faire, bon, c'est une manière de décider, soit parce que la majorité des plantes arrivent à pleine floraison ou un petit peu après, donc là, en fait, ça commence à se lignifier, on commence à avoir produit de la paille finalement, et là, là, vaut mieux détruire le mélange, sinon, en fait, l'année suivante, on a une fin d'azote. Mais finalement, quand on a beaucoup de légumineuses dans le mélange, 50% ou plus, on peut laisser courir le couvert. Parce que plus la légumineuse elle pousse, et puis plus elle produit de l'azote, et elle, son rapport C/N, il ne bouge pas. Il est toujours le même. Ça varie par espèce, mais la même espèce, elle a toujours le même rapport C/N. Une févrole au mois de novembre ou une févrole fin mars, elle a le même rapport carbone-azote. Donc plus on la laisse pousser, plus elle produit de l'azote. Et là, tout à l'inverse du graphique, ici, vous avez le mélange biomax qui est détruit au 15 février. Voilà, par contre, quantité d'azote potentiellement restituée, c'est 60 unités. Puis on a produit 800 kg de carbone stable en quelques mois, quoi. Donc ça revient au graphique d'avant où on dit, vous voyez le rapport, si vous voulez construire une structure stable, il vous faut un rapport de matière organique sur argile qui soit autour de 15-17% au minimum. Bon, comment on monte ? On monte d'abord par l'apport de carbone grâce au couvert. Après, si on réduit le travail du sol, on va monter une autre marche. Mais la première chose à faire, c'est de faire des gros couverts. Et puis comment l'azote se débobine derrière ça ? Finalement, dans les 30-60 jours, vous avez 60% de l'azote qui est restitué. Légumineuse, au bout de 30 jours, il y a déjà de l'azote qui est disponible. Donc c'est pour ça que si on détruit des couverts bien fournis au mois de novembre, en fait, il y a déjà une partie de l'azote qui était dans le couvert qui a déjà commencé à migrer, quoi. C'est dommage. C'est pour ça que finalement, si on sait faire des couverts avec beaucoup de légumineuses, on peut les détruire plus tard et il faut les détruire plus tard. Et puis après, vous avez un petit pic de minéralisation, puis en fait après, ça vient tout doucement minéraliser. Donc ça, c'est une année. Mais si vous faites des couverts tous les ans, même dans les intercultures courtes, c'est plus 5 unités que vous avez là qui se minéralisent 100 jours plus tard, c'est 10, c'est 20, c'est 30. Donc,
Le retour sur investissement, pour augmenter les restitutions en azote, il faut mettre plus de légumineuses. Et si on veut produire plus de matière organique, il faut aussi que le couvert dure plus longtemps. Et de manière très simplifiée, 1 tonne de biomasse, ça va être 10 à 15 unités d'azote l'année suivante, c'est 3 à 5 unités de phosphore, 25 à 35 unités de potasse. On se rend compte que quand on fait des évaluations avec des approches avec la méthode Merci, c'est souvent qu'on a découvert à quasiment 200 unités de potasse, quoi. Donc c'est impressionnant de se rendre compte de la quantité de potasse qu'ils sont capables de recycler. Et en fait, c'est vrai pour tous les autres oligos, quoi. Là, il y a une approche qui est très intéressante de nutrition plus fine des plantes, avec des analyses de sève, etc. Ça, c'est intéressant. Mais en fait, si déjà, vous ne faites pas des couverts diversifiés et puissants chez vous, à mon sens, ce n'est pas la priorité. C'est une approche complémentaire intéressante, mais la première brique, la fondation, c'est les couverts. Parce que forcément, tous les oligos qui sont dans l'implante, eux, ils sont sous forme disponible. Alors, je vais avancer juste un peu, parce que le temps passe. Donc, les couverts, plus vous mettez de légumineuses, plus vous pouvez aller tard. Ça, c'est des photos qui datent un peu maintenant, ça fait bientôt 10 ans qu'on a pris les photos là. Mais aujourd'hui, en fait, le semi-direct de maïs dans les couverts de légumineuses, ou de semi-direct de tournesol dans les couverts de légumineuses mulchées, dans le sud-ouest, ça devient un truc pas commun, mais c'est maîtrisé, c'est répandu, quoi. Qu'il y a 10 ans, les gars disaient oh, non, jamais on fera ça, c'est impossible et tout. Bah ouais, ils avaient raison, c'était impossible parce qu'en fait on n'avait jamais essayé, parce qu'il n'y avait pas eu d'encadrement pour faire des essais, etc. Donc c'était compliqué de démarrer. La chance qu'on a aujourd'hui, sur toutes les pratiques dont je vous parle, c'est que dans chaque département, il y a des mecs qui ont mis en route en semi-direct avec des couverts, etc. Il y a des COP, il y a des négoces, il y a des chambres qui ont fait des essais. Donc si vous voulez, il y a des consultants indépendants. Si vraiment vous êtes motivé et que vous voulez vous mettre en route, il y a moyen, et on a des connaissances. Et même pour un nombre de cultures grandissant, vraiment. Moi, je suis producteur de pommes de terre. On a fait un groupe avec d'autres collègues dans la Somme. Ça, c'est une photo chez eux. Quand on a démarré avec ces gars-là, ils disaient ouais, bon, les couverts et tout, bon, d'accord. Mais comment on fait? On a essayé plein de systèmes de non-labour. Et finalement, le truc qui marche le mieux, c'est le truc le plus extrême. Là, donc, s'ils ont une grande surface de pommes de terre, là, il n'y a pas un couvert qui est détruit. Tous les couverts, ils sont vivants. Ils démarrent à mulcher la semaine prochaine. Donc, c'est broyage plus mulchage au rotavator. Et puis, 10 jours, 15 jours, au pire, 3 semaines après, ils passent directement avec la fraise et la planteuse, crac, dans le couvert. Pour faire des chairs fermes. Le truc, il y a 5 ans, ni moi ni eux pensaient qu'on aurait fait ça. Mais en fait, on est allé vers ça avec un peu de formation parce qu'on se serrait les coudes entre collègues en disant putain, t'es culotté d'essayer ça, mais c'est vrai que finalement, de la compréhension donc, des choses qu'on a, on voit pas pourquoi ça marcherait pas. Puis 1 hectare, 30 hectares, 60 hectares. Là, cette année, ils sont peut-être bien à 80 hectares comme ça qui vont être plantés comme ça, en laissant le couvert jusqu'au mois d'avril. Et on n'a jamais vu des structures dans les buts qui sont aussi belles que depuis qu'on mulche les couverts au printemps avant les pommes de terre. Couvrir avant les cultures de printemps, ouais, d'accord, ça commence à rentrer dans les têtes, mais aussi il faut couvrir à chaque interculture courte. Entre un colza et un blé, entre un pois et un blé, entre une pomme de terre récoltée tôt et un blé. Toujours couvrir. Dès qu'il y a 40 jours, 50 jours, il faut couvrir. Ça, c'est les essais en Bretagne. Donc eux, ils ont vraiment la pression en termes de pollution, nitrate, en termes d'érosion. Et puis en fait, ils ont des gars motivés, autant les techniciens que les paysans. Donc je vous passe les détails sur les chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2 mois, en 50 jours, en moyenne, sur plusieurs années d'essai, ils savent produire à peu près 2 tonnes de biomasse. Ils recyclent 80 unités d'azote, plus 20 unités de phosphore, 100 unités de potasse, du calcium, du magnésium, tout ça au bénéfice du blé qui suit. Pareil, 7 années d'essai dans le Morbihan, dans le Finistère, travail du sol plus ou moins superficiel, différents paysans, tout,
chaque année, il y a un gain de rendement pour le blé qui suit l'interculture courte derrière les pommes de terre. Bon, chaque année, depuis, voilà, là il y a 4 quintaux d'écart en moyenne, 4 quintaux tous les ans sur X hectares fois, voilà. Donc en termes d'autonomie, de retour sur investissement découvert, ça vaut la peine. Et puis, 2 derniers trucs. Alors ici, vous avez des spécialistes dans la salle, des gens qui ont une expérience beaucoup plus précise que moi, mais à qui j'ai donné un petit coup de main, mais qui m'ont aussi donné un bon coup de main. Sur les colzas associés, en fait, les réseaux d'agriculture de conservation bossent là-dessus depuis 10 ans. En fait, il n'y a aucun risque à faire du colza associé. Le seul risque qu'on a en faisant du colza associé, c'est d'économiser des intrants ou de faire plus de rendement. Donc je ne comprends même pas pourquoi on vend encore les semences de colza toutes seules. Alors, en fait, quel que soit le travail du sol qui va être fait pour semer le colza, à chaque fois qu'il est associé, le pivot va s'enraciner plus profondément parce qu'il y a une concurrence les 3 premières semaines d'installation de la culture. Parce que forcément, le colza, c'est le meilleur piège à azote et les légumineuses, elles veulent en produire. Donc il y a vraiment une concurrence entre l'azote, mais aussi les autres éléments. Il y a un certain boost aussi de la vie du sol. Donc on a un colza qui est mieux enraciné. Et puis quand les légumineuses gèlent, on a un relargage potentiel d'azote. Donc ça, c'est une photo que j'avais prise sur la plateforme d'Agora il y a quelques années. Et finalement, moi, ce que j'avais retenu de leur multi-essai, c'était que finalement, sur plusieurs années, différents couverts, parce qu'il y a des couverts dans le commerce, il y a des gars qui font que de la févrole, bien. En fait, il n'y avait pas de perte de rendement. Et quand il n'y avait pas de gain, en fait, la baisse d'IFT faisait que c'était investissement nul. On avait mis 40 € de semences, mais on n'avait rien perdu, quoi. Mais en fait, en moyenne, finalement, de tous les retours d'essai chez Agora et ailleurs, on a plutôt un léger gain de rendement, une économie d'azote et une baisse en herbicide. Donc il n'y a pas de risque à avoir des champs de colza qui ressemblent plutôt à un couvert. Mais simplement, là on n'a pas le temps, mais il y a des règles de réussite pour avoir ça. Et le deuxième effet qui se coule des colzas associés, c'est quand on y intègre des légumineuses pérennes. En fait, on moissonne le colza, et les légumineuses pérennes, ça peut être du lotier, ça peut être des trèfles, ça peut être de la luzerne, suivant les types de sol et les objectifs de l'agriculteur. Finalement, l'interculture colza-blé, entre les déchômages, entre du glyphosate, on ne sait pas toujours comment bien la gérer. La meilleure gestion, c'est peut-être encore de laisser simplement les légumineuses pérennes se développer. C'est une opportunité pour les éleveurs d'avoir du fourrage en rab. Et pour les céréaliers, finalement, c'est une usine à azote. Et là, ça ouvre vers des rotations où on va faire des enchaînements avec des couverts qui peuvent rester 1 an ou parfois 2 ans. Là encore, suivant les objectifs de l'agriculteur. Ça, c'était une parcelle chez nous il y a quelques années. Alors, ça fait un peu peur. Mais finalement, on appelle les collègues qui ont un peu plus d'expérience. Ils disent non, mais c'est bon. Hein. Tu as semé en direct dans du trèfle blanc, tu l'as détruit, tout ça. Les retours, c'est plutôt tu baisses de 30 ou 40 unités la fertile. Bon, ok, d'accord. Mais ça, je ne l'ai pas fait tout seul en partant bille en tête. Je n'ai pas fait confiance aux reliquats parce que des reliquats souvent couverts à vivant, ça ne veut rien dire du tout. Mais c'était des gens qui avaient des essais un peu plus carrés, des bandes de démo ou des micro-parcelles. On avait des choses plus carrées. Donc c'est bien, il y a des outils pour moduler l'azote un peu plus là, un peu moins là et tout ça. Mais finalement, l'azote le mieux économisé, c'est l'azote qui est déjà dans le sol et qui est produit sur toute la parcelle. Bon, pareil, gagner en autonomie ou gagner en valeur ajoutée, tous ces couverts, c'est une opportunité de produire de la laine, du lait, de la viande. Ça, c'est quand même un super outil, le retour de l'élevage. Puis au tout début, je vous ai interpellé sur les rotations. Alors, plus on va vers des cultures un peu à haute valeur ajoutée ou des cultures qui sont liées à des investissements de structure, on a un peu du mal à faire bouger nos rotations, à être opportuniste, à se dire ouais, bon, je fais un colza associé, je sème vachement tôt au mois de juillet, mais bon, si ça foire, c'est pas grave, j'aurais fait un couvert, je mettrais du blé. Ça, on a un peu du mal à faire ça quand même. Mais c'est quand même une approche intéressante. Là aussi, c'est chez les collègues dans la Somme.
Alors depuis le début, je leur casse un peu les pieds parce que je leur dis non mais les gars, vous commencez à arracher les patates fin août, après vous devez faire une interculture pour après semer du blé dedans, pourquoi vous ne semez pas directement du colza? Bon alors il y a plein de raisons. Puis quand même, on finit par essayer. Donc colza de pommes de terre. Oui, il y a eu un léger désherbage, mais c'est semé au 1er septembre. Il n'y a pas d'insecticide. C'est un colza super propre, super beau. Au tressé complètement sur une autre planète pour le secteur où c'est fait. Colza plus maïs en silage semé au mois de juillet derrière l'arracheuse, derrière la récolteuse de pois. Donc là, l'optique, c'est de se dire bon, si ça marche pas, c'est un couvert avant du blé. Si ça marche, bah ouais, on le garde. Donc là, le colza était tellement haut au mois d'octobre qu'il était à peu près comme ça. Donc ils l'ont broyé à ras de terre. Et là, c'est la photo il y a 3 semaines quand même, maintenant. 15 jours, 3 semaines. Un colza super bien enraciné, régulier. Pareil, pas d'insecticide, pas de désherbage. Semence de ferme, parce que comme c'était un essai, semence de ferme. Bon, là, coût de production, difficile à battre. Et en termes de recyclage des nutriments, c'est sûrement beaucoup plus pertinent de mettre des colzas derrière des légumineuses quand c'est possible que de mettre un blé. Parce que lui, le colza, il va recycler vraiment 100% des reliquats. Donc, il y avait encore tout ça. Mais le mot de la fin, voilà, on est face à un contexte qui a changé très rapidement. Tous nos intrants sont soit pas disponibles, soit très chers. Mais on ne peut pas faire tourner un paquebot sur place en un instant. Ça prend des kilomètres, ça prend des heures. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous prenez soin de votre sol, il prendra soin de vous. Et c'est le premier investissement et c'est le meilleur retour sur investissement que vous pouvez faire. Merci. Du coup, je m'excuse, monsieur le forestier, de vous presser un peu. Niveau timing, on est... Voilà, donc si vous voulez, on peut garder un petit temps pour les questions. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle pour monsieur le forestier ? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Bon, merci pour la présentation. Donc, on voit un système très vertueux et je voulais, moi, savoir si vous étiez confronté à des problèmes divers de ravageurs ou de maladies par rapport à la technique employée. Je suis conseiller en Champagne-Ardenne, en sol de craie. On s'est testé. C'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques, notamment de campagnols, qui sont inféodés aussi au type de sol. Et c'est pas si simple dans toutes les contrées, quoi. Ah oui. Ben en fait, on s'affranchit peut-être de certains problèmes, mais il y en a d'autres, quoi. Surtout dans les premières années, parce que, ben comme vous dites, par exemple, le problème des campagnols, c'est le truc, il n'y a pas de réponse, toute faite, quoi. Ça veut dire que, par exemple, les colzas associés, où on fait des légumineuses pérennes avec, faut peut-être sortir, c'est à peu près sûr qu'il faut sortir du trèfle blanc, parce qu'en fait le trèfle blanc c'est que des stolons, c'est vraiment un nid à campagnol, ce truc. Essayez plutôt des légumineuses qui ont un port plus érigé, et dans des environnements où on n'a pas trop de problèmes avec les campagnols, on peut laisser venir les trèfles, les broyer peut-être juste une fois comme ça avant de semer. n'est pas trop embêté, que si on sait qu'on a un environnement favorable, il va falloir ou tondre ou rouler plus souvent, quoi. Ouais, ouais. Après, au global, au niveau des problèmes, c'est que pour pas avoir de problème, ou réduire les problèmes, il faut être beaucoup plus dans l'anticipation que dans un système qui est plus tradit, alors notamment désherbage, quoi. Déjà des systèmes, beaucoup de céréales où on ne veut pas trop changer la rotation, où il y a 50% de blé ou même 60-70% de blé, et qu'il y a une culture de printemps tous les 4-5 ans, c'est sûr que là, partir en semi-direct là-dedans, au niveau vulpin ou raigrasse, suivant les types de terre, ça va être chaud, quoi. Et en fait, là par contre, il faut démarrer par changer la rotation avant de réduire le travail du sol. C'est la gestion des vivaces qui est un peu compliquée.
Quand c'est des fermes où il y a des problèmes de chardon ou de laitron, ou gros salissement plutôt type plutôt d'été, quoi. Ouais, bah là, l'interculture, si on sème des couverts multi-espèces le plus tôt possible, la lutte contre les chardons, ça la complique un peu, quoi. Donc il faut aller un peu plus vers le chimique en végétation. Ou alors, dans la rotation, c'est tout. Si on sait que le problème, c'est les chardons, on va aller moins vite ou moins loin sur les couverts en se disant, bon, bah là, il faut se servir de tous les outils et puis se dire que derrière le blé, avant les betteraves, on déchaume comme il faut à la manière un peu des bio pour épuiser les rhizomes. On va mettre le couvert plus tard. Mais par contre, on va choisir de mettre un couvert qui va passer tout l'hiver pour détruire qu'au printemps, pour regagner une tonne ou deux de matière sèche, pour gagner l'effet couvert. Mais c'est sûr que s'il y a un problème spécifique sur la ferme ou dans ce champ-là, il faut s'en occuper, quoi. Et au niveau des vivaces, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est clair. Et à plus long terme, pour vraiment, quand on est en semi-direct pur et dur, comme en fait, on remonte jamais la terre du fond, on peut se retrouver avec un petit peu des acidités de surface. Mais bon, là, on part vraiment dans les détails techniques. Voilà. Merci, monsieur, pour votre question. Une autre question, éventuellement ? Ouais, Victor, une petite question. En ACS, on utilise beaucoup de glyphosate. Là, tu fais une conversion en bio, donc tu n'auras plus accès au glyphosate. Est-ce que tu as des solutions, justement, pour ne plus utiliser le glyphosate ? Ouais, ça, c'est un gros sujet. Parce que, effectivement, en bio, on n'a pas le glypho. Et il faut trouver d'autres solutions. Le plus compliqué, c'est vraiment de détruire les prairies temporaires. Parce qu'on peut passer de la fraise, on peut faire du mulchage, etc., du scalpage, il y a plein d'outils. Mais la prairie temporaire, c'est tellement vigoureux et c'est tellement costaud que sans labour, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de solution. Et je n'ai pas rencontré de gars qui avaient vraiment des solutions tous les ans. Mais même en conventionnel, c'était une des motivations aussi d'aller vers les mulchages, vers les compostages de surface des couverts, en les détruisant au printemps. Parce que détruire un couvert au mois de novembre sans labourer, alors que la terre est humide et tout, c'est impossible, ça marche pas. Il y a le gel, quand il gèle, ça on sait faire, mais c'est pas tous les ans. Et puis le gel, il détruit pas les petits raies gras, etc., qui sont dessous, quoi. Donc si on voulait plutôt aller vers une destruction même mécanique sans mulchage, il faudrait réussir à faire des couverts hyper denses, quoi. Et ça, finalement, avec les excès climatiques qu'on a eus, l'année dernière c'était vachement humide, donc semer les couverts en direct, ça a été à peu près, mais l'année d'avant, l'année d'encore avant, voire l'année encore avant, c'est de plus en plus sec l'été. Et quand c'est super sec et qu'il y a beaucoup de paille, même avec un très bon semoir, on se rend compte que finalement, il lève 60% du couvert qu'on a semé. Donc il faudrait semer 1,5 fois la dose pour commencer à avoir une population au mètre carré qui est bonne et qui permette de concurrencer suffisamment les adventices pour sortir du couvert en étant propre et avoir très peu de travail à faire. Mais ça, moi, j'ai pas de retour vraiment consistant là-dessus, quoi. Ça, c'est une théorie, on l'a vu une année là, mais ça jouait sur la densité des couverts. C'est sûr que c'est un levier, mais c'est pas facile à travailler. Mais sur le compostage de surface, c'était une des idées. On est parti sur ces techniques-là avec les collègues avant même de partir en bio. Parce que, en fait, finalement, on scalpe au rotavator à 3 cm, tout le couvert est mort. Et ça marche. Mais ouais. Non, sans glypho, sans travail du sol, ou très peu de travail du sol, c'est compliqué. Ouais. Nous vous remercions pour votre réponse.